Alors, bonsoir, c'est Dr Jalti. Je vous remercie pour votre présence sur ce webinaire qu'on devait faire comme cours au niveau du service. On va parler d'une pathologie très fréquente, très répandue au niveau de l'activité courante aux urgences de l'appareil locomoteur, qui sont les luxations gléno-humérales. Donc, l'articulation gléno-humérale, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle est la plus fréquente. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est par structure anatomique instable ou par surface articulaire limitée? On va voir ça au rappel anatomique. Elle est plus fréquente chez le sujet jeune parce qu'il est plus exposé à l'activité sportive et à l'activité professionnelle. Il faut garder en tête qu'une luxation, c'est une urgence médico-chirurgicale. La réduction doit être faite avant 24 heures, sinon ça deviendrait dans des cas impossibles. L'examen clinique, il faut insister toujours à rechercher les troubles vasculo-nerveux, on va voir pourquoi. L'examen radiologique, il faut chercher toujours les lésions osseuses associées. Luxation. Définition, c'est quoi? Luxation, c'est le perte de contact total et permanent entre deux surfaces articulaires. Ça, c'est dans le cas, dans la définition générale de toute luxation. La luxation gléno-humérale, comme son l'indique, c'est le déplacement complet de la tête humérale en dehors de sa glène. Il y a la définition de subluxation, qui est la translation de la tête humérale par rapport à sa glène sans une luxation franche. Pour avoir les trois, si on peut dire les trois impératifs pour avoir une luxation, sans en nombre de trois, il faut toujours les garder, ça s'applique à toutes les articulations. C'est un traumatisme violent, une position propice ou précaire où l'articulation elle est le moins stable, et un os solide. L'incidence varie de 11,2 à 23,9 sur 10 000 traumatisés par an. La direction se définit par le déplacement de la tête humérale par rapport à la glène. Elle est antérieure dans 97% des cas, postérieure, c'est plus rare, entre 2 et 4% des cas, inférieure, qui est vraiment très rare, est inférieure à 0,5%. Le rapport âge-sexe, elle est bimodale. C'est chez le sujet jeune, c'est souvent le traumatisme violent et a une prédominance masculine. Chez le sujet âgé, il y a une prédominance féminine ou à égale. Un petit rappel anatomique, une généralité sur les articulations synoviales. L'articulation synoviale se compose de deux composants, les surfaces articulaires et les moyens d'union. Les surfaces articulaires dans notre articulation, c'est ces deux parties osseuses avec les deux parties osseuses sont la tête humérale et la glène humérale. Et on a une partie fibrocartilagineuse qui est le labrum ou bourrelet articulaire. Ça peut être dans le genou, le ménisque, et dans le rachis, le disque. Les moyens d'union sont la capsule articulaire et les ligaments qui sont généralement des épaississements au sein de l'articulation elle-même. Une énarthrose se définit par une articulation, c'est une articulation qui est sphéroïde et qui va permettre une grande amplitude dans trois axes de mouvement. La stabilité. La stabilité d'une articulation gléno-humérale, elle est faite ou elle dépend de deux types d'éléments, les éléments statiques et les éléments dynamiques. Les éléments statiques sont les surfaces osseuses par congruence, le labrum qui augmente de 50% la profondeur de la glène, la capsule, les ligaments gléno-humérales supérieurs, moyens et inférieurs, et la pression intra-articulaire négative. Les éléments dynamiques sont de deux grands types ou deux entités qui sont les muscles intrinsèques et les muscles périscapulaires. Les muscles intrinsèques, ou ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, qui ont la principale fonction d'assurer une compression de la tête
contre la glène. Ils sont au nombre de quatre, le supra-épineux, l'infra-épineux, le subscapulaire, le teres mineur. Le muscle périscapulaire, vous devez voir ça en anatomie. Parlons du mécanisme d'une luxation gléno-humérale antérieure. On a le mécanisme indirect et on a le mécanisme direct. Le mécanisme indirect, la réception ou la force qui va causer cette luxation, elle est à distance de l'articulation. Donc, c'est toute réception sur le poignet ou le coude, épaule en abduction, rotation externe forcée, comme vous voyez sur les photos. Et le mécanisme direct qui est suite à un impact de cette force, un impact postéro-antérieur qui va vous pousser la tête en avant et si c'est assez puissant, la tête va sortir carrément de sa place face à la glène. Le diagnostic, c'est souvent simple à l'interrogatoire et à l'inspection. On a un patient qui vient en douleur avec une attitude vicieuse en abduction, rotation externe. L'épaule à l'inspection est de forme carrée. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de la sphéricité du moignon de l'épaule. On a un acromion qui est saillant et un coup de hache sous-acromial. Il faut toujours, dès la réception du patient, le premier signe à rechercher après avoir suspecté ou trouvé cette attitude vicieuse est de tester la sensibilité du moignon qui peut être ou de diminuer suite à une neurapraxie ou une compression du nerf axillaire. Avant toute manipulation, il faut confirmer la luxation. C'est pour documenter déjà le tableau initial et avoir un comparatif ultérieur si dans les cas où le patient va récidiver ou va avoir une instabilité de son épaule. Donc, vous devez demander une radio de face simple et une radio de profil. Bon, sur le face déjà, vous pouvez voir qu'il y a un chevauchement entre la surface de la tête humérale et la surface articulaire de la glène. Il faut toujours rechercher les signes associés. Les signes associés, donc les lésions associées avec cette luxation, c'est pas toujours présent, mais il faut les chercher pour décider de est-ce qu'on fait une réduction simple ou une réduction avec un traitement chirurgical de ces lésions. C'est souvent osseux, donc on a les arrachements ou fractures des tubérosités. On a la fracture de la diaphyse humérale qui peut aller de la tête à la diaphyse. On a l'encoche de Hill-Sachs, c'est l'empreinte, si on peut dire, de la glène, du port antérieur de la glène qui va buter contre la tête humérale au moment de la luxation. Et on a les lésions de Bankart. Les lésions de Bankart, c'est des lésions qui vont toucher le labrum. Les lésions associées peuvent être vasculaires, c'est souvent l'artère axillaire, c'est rare mais c'est néfaste. Sa fréquence ou son incidence varie de 1 à 2%. C'est plus fréquent chez le sujet âgé parce que avec l'âge, le vaisseau, l'artère devient moins élastique et quand il y a une médiacalcose, une calcification de sa paroi, ça devient plus nocif au déplacement. L'examen des pouls distaux avant et après toute réduction. Dès qu'on aura une suspicion ou des signes en faveur d'une atteinte artérielle, il faut faire une angiographie ou un angioscan. Les lésions nerveuses sont assez fréquentes. Le plus fréquent, c'est l'atteinte du nerf axillaire. On peut avoir des lésions du plexus brachial, même si c'est rare, mais il faut les suspecter surtout si le mécanisme survient au cours d'un accident de moto. C'est le plus fréquent. On peut avoir des atteintes du plexus brachial par étirement. L'examen avant et après réduction doit être noté dans le dossier du patient parce que, premièrement, on doit documenter ça et pour savoir un point de repère pour le suivi du patient. Et deuxièmement, ça reste médico-légal.
Pour les traitements, il y a plusieurs techniques de réduction par manœuvre externe. Dans la littérature, vous pouvez trouver jusqu'à 23, on ne va pas les détailler tous. Je vous invite au cours de vos gardes, vous allez toujours au moins une ou deux luxations, si ce n'est pas plus au cours des gardes. Donc vous pouvez voir avec nos résidents les techniques de réduction et vous pouvez même, après avoir appris ou après avoir essayé d'aider, vous pouvez même réduire une luxation vous-même. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas une meilleure technique. Le succès de la réduction dépend de la familiarité, de votre familiarité avec la technique de réduction. Euh, Idéalement, sous anesthésie générale, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours disponible de l'avoir, mais je dirais c'est l'idéal, si ce n'est pas obligatoire, d'avoir un bon relâchement musculaire. Et comme ça, vous évitez toutes les complications ou les accidents que vous pouvez avoir au cours de la réduction. On a plusieurs méthodes. La méthode la plus définie, c'est enfin la plus répandue, la méthode de Kocher. Vous mettez le patient sur le dos, coude fléchi, abduction, rotation externe, vous tirez dans l'axe et vous allez entendre un petit craquement, un petit plop qui signe de la réduction. La technique de Spaso, toujours c'est bien mentionné, la technique de la rotation externe, la technique de Milch, la technique de la chaise, la traction contrariée, on ne fait plus ça parce que c'est un peu barbare. La manipulation scapulaire, on met un poids sur la main, patient en décubitus ventral, et on va essayer de faire ou d'inciter le patient à se relâcher, le poids qui va tirer la tête humérale euh, pour, pour qu'elle se réduise sur la glène. La méthode de Stimson, c'est un peu la, le même principe. La méthode d'Hippocrate, c'est un peu marrant. Il y a trop de complications en utilisant cette technique. Et la méthode de Fares. Après la réduction, vous devez tester déjà la stabilité. Donc, vous devez voir est-ce que la réduction elle est correcte. Est-ce qu'il y a une bonne stabilité de votre épaule, de votre articulation gléno-humérale. Vous devez vérifier ça sur la radiographie de contrôle. Immobilisation, il y a pas de consensus. Il y a des gens qui disent qu'après toute réduction, la première luxation, il faut faire une immobilisation. Il y a des gens qui disent après une luxation chez les sportifs de haut niveau, faire une arthroscopie pour réparer les dégâts qu'on peut avoir. Est-ce qu'on fait l'immobilisation en rotation neutre, externe ou interne? Il y a pas de consensus, ni sur la durée de l'immobilisation. Récurrence, instabilité, il y a le score de ISIS. Vous pouvez vous documenter pour les gens qui sont intéressés sur ça. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Passons à la luxation postérieure. La luxation antérieure, c'est le déplacement de la tête humérale en avant de la glène. La luxation postérieure, c'est le déplacement de la tête humérale en arrière de la glène. Donc, sa fréquence, elle est très réduite, ou elle est peu fréquente par rapport à la luxation antérieure. Elle est de 2 à 4% de toutes les luxations d'épaule. Cette fréquence euh, va faire que le diagnostic passe souvent inaperçu. Il y a des chiffres jusqu'à 50% de diagnostics inaperçus. Ça survient presque toujours dans un contexte particulier, par convulsion, par électrocution. Au cours des convulsions ou électrocutions, vous voyez sur l'image en haut que la somme des vecteurs de force musculaire, quand elles se contractent tous en même temps, va avoir une résultante qui part en postérieur. C'est la même chose qui va survenir en cas d'électrocution. Ce qui dit, devant toute convulsion ou devant toute électrocution, un patient qui se plaint de son épaule, qui est devant les signes cliniques qu'on va voir après, il faut toujours rechercher une luxation gléno-humérale postérieure. Le mécanisme, la position à risque, c'est la flexion, adduction, rotation interne. Le cas post-traumatique, c'est chez les patients
footballeurs ou chez les sujets âgés qui tombent. C'est pas toujours la luxation antérieure qui va survenir, mais en position propice, qui est la flexion, abduction, rotation interne, ça peut causer une luxation postérieure. Cliniquement, il y a une attitude vicieuse qui diffère un peu, c'est l'inverse de la luxation antérieure. Vous aurez une épaule qui est un membre supérieur qui est bloqué en adduction, rotation interne. Si vous allez voir ou vous essayez d'examiner le patient, la rotation externe, elle est impossible parce que la tête elle est bloquée. On a une saillie acromiale qui est antérieure. C'est bien clair sur la deuxième image. Le diagnostic radiologique, c'est difficile. Il faut bien, si on peut dire, s'alarmer sur l'interrogatoire ou devant toute suspicion de luxation postérieure, voire une radiographie de face, une radiographie de profil et en moindre suspicion, vous demandez un scanner carrément. Donc sur la radiographie, on a le signe de l'ampoule, la tête humérale de face qui est bien ronde et qui prend le contour d'une ampoule. On a l'empiètement ou le chevauchement de la tête sur la glène et sur le profil axillaire, le diagnostic est bien évident. Et en moindre, euh, dans les cas difficiles ou dans les cas où on n'est pas sûr, n'hésitez pas à demander un scanner. Le traitement ou la prise en charge, diagnostic. On vous supplie d'avoir ça toujours en tête, une suspicion de luxation postérieure devant toute convulsion ou électrocution, même après un contexte traumatique. Il faut savoir garder en tête que la luxation postérieure existe et savoir la suspecter. Sa réduction, elle est plus simple, une traction douce dans l'axe avec une rotation interne pour essayer de désengrainer la tête humérale de sa position. Il y a toujours, comme la luxation antérieure, il y a toujours des lésions nerveuses associées. Et cette fois, c'est l'axillaire et le subscapulaire. Le pronostic est vraiment très défavorable s'il y a une récurrence. La dernière entité qui est la luxation inférieure, c'est la plus rare, elle est inférieure à 0,5% de toutes les luxations. Le mécanisme souvent, c'est des mécanismes à haute énergie, accident de moto, de voiture, une chute de lieu élevée. Il y a trop de lésions associées par rapport aux autres, neurologiques avec une lésion du plexus brachial jusqu'à 60% des cas. L'artère axillaire, vu le mécanisme à haute énergie, qui peut aller jusqu'à 39% des cas. La tête humérale vient se bloquer sur la glène ou sur la coracoïde. Le diagnostic clinique, il est bien évident. Vous voyez la photo. Le patient qui vient, l'épaule fixée en abduction. La radiographie aussi, c'est bien clair. La réduction, c'est vraiment rare de voir ça. Vous devez, en cas où vous allez croiser ça durant votre carrière, vaut mieux appeler un chirurgien pour réduire. La réduction se fait en traction avec une contre-traction et convertir cette luxation en luxation antérieure quand c'est possible. Toujours faire un examen neurologique et un examen vasculaire entre les deux. Et puis réduire comme une luxation antérieure. L'examen post-réduction, il est très important. On en a déjà parlé sur ça. Comme conclusion, c'est une lésion qui est très courante. Tout retard diagnostique va causer un retard de réduction. Une réduction retardée a un pronostic très mauvais. La luxation postérieure, c'est surtout son problème diagnostique qui pose problème, qui doit nous intéresser comme enseignant. Toute épaule bloquée en adduction, rotation interne, c'est une luxation postérieure jusqu'à preuve du contraire, surtout si le contexte du traumatisme le fait suspecter. Je vous redis, devant toute convulsion ou électrocution ou une chute avec membre supérieur en adduction, rotation interne, va vous faire suspecter une luxation postérieure. Il faut toujours noter l'examen clinique avant et après réduction. Premièrement, pour avoir si on peut dire, un repère de suivi pour le patient. Et il y a le problème médico-légal qui est posé.
Il faut avoir un bon relâchement musculaire. Ce bon relâchement musculaire va vous permettre de faire la réduction avec moins de lésions causées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?